Aujourd'hui, dans Mythbusters, Valentin, Gauthier et Boris vous proposent de découvrir un mythe qui défie les lois de la physique pour tester la véracité de cette vidéo qui a fait le buzz sur Internet. À eux trois, ils ont plus de 15 ans d'expérience en physique appliquée. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Il y a une vidéo virale que l'on doit absolument expliquer. Celle de la voiture qui se conduit toute seule? Non, il s'agit de types qui affirment porter des chaussures spéciales grâce auxquelles ils arrivent à courir sur l'eau sur plusieurs mètres sans y tomber. J'ai des doutes. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Regardez plutôt. We like discovered, oh my God, Jesus, we're going one step, we're going two steps, we're going three steps. It's not straight into the water, you know. Cette vidéo a été visionnée par plus de 15 millions d'internautes dont toutes les certitudes sont tombées à l'eau. Le principe est assez simple. Il suffit d'enfiler une paire de chaussures étanches, d'adopter une trajectoire courbe et de s'élancer sur l'eau dans l'espoir d'enchaîner une dizaine de foulées sans couler. Marcher sur l'eau, mythe ou réalité ? Marcher sur l'eau est tout à fait possible, si vous êtes un insecte. En effet, une minuscule bestiole comme le géris est capable de flotter, mais aussi de se déplacer sur l'eau. Nous allons l'étudier et comparer ses caractéristiques à l'homme afin de tester la véracité de cette vidéo. Nos trois scientifiques se sont donc rendus sur le milieu de vie de cette petite araignée d'eau dans le magnifique cadre de l'écomusée d'Alsace. Écomusée d'Alsace que nous tenons d'ailleurs à remercier car outre ce cadre magnifique, les naturalistes ont pris le temps de nous expliquer où vivaient les gérisses et en quoi l'espace était propice à leur développement. Les espaces sont très peu pollués et c'est vraiment magnifique. Le géris est en réalité un insecte hémiptère aquatique appartenant à une sous-famille des punaises, les Geridae. Seulement une petite dizaine d'espèces, très voisines d'aspect de leurs mœurs, sont connues en France. Boris, Valentin et Gauthier se sont donc rendus sur les différents spots dans l'espoir d'observer le géris. Malgré des conditions environnementales et météorologiques excellentes, nous n'avons pas pu observer le géris. Il s'avère qu'il entamait sa période d'hibernation et qu'il nous était impossible de l'observer partout où nous sommes allés. Cependant, nous allons étudier des plans trouvés sur internet afin d'illustrer nos divers propos. Pour commencer, je vous propose d'étudier les aspects morphologiques du géris, de par exemple sa couleur qui est de grise à noir, ainsi que son corps qui est très mince et allongé. Il est d'ailleurs composé de 3 parties distinctes, la tête, le thorax et l'abdomen. De plus, il est très léger avec un poids de seulement 2 grammes et une taille n'excédant pas les 2 cm. Comme il est de mise chez les insectes hémiptères, c'est le thorax qui maintient les ailes et les pattes. Quant à la petite tête de notre animal, c'est elle qui porte les yeux, un rostre très puissant ainsi qu'une paire d'antennes noires et robustes. De plus, le géris est un hexapode, c'est-à-dire qu'il possède 6 pattes. 2 relativement courtes se situent vers sa tête, tandis que les 4 autres, dont la taille est comparable à celle de son corps, se situent de part et d'autre de celui-ci en formant un X. Une telle morphologie permet à notre animal un mode de déplacement hors du commun qui va particulièrement intéresser nos scientifiques. Pour se déplacer, le géris patine sur l'eau par saccades successives et effectue des mouvements de l'ordre du mètre par seconde. En cas de fuite, ces dernières s'accélèrent, gagnent en ampleur et peuvent se muer en de véritables sauts. Chaque patte a une fonction bien définie. Les pattes arrière servent de gouvernail dans leur déplacement. Les pattes du milieu, qui sont beaucoup plus grandes, peuvent être qualifiées de rames ou plutôt de propulseurs. Les pattes antérieures ont surtout un rôle essentiel dans la capture des proies. A noter que des griffes sont présentes sur les pattes du milieu pour un meilleur maintien sur l'eau et pour de meilleures propulsions. De plus, le géris est capable de voler. Il dispose de 2 paires d'ailes placées au milieu de l'abdomen de celui-ci. Pour la suite, Boris va se séparer du groupe afin de mieux appréhender le milieu de vie de l'animal. Pendant ce temps, Gauthier et Valentin vont principalement étudier son espérance de vie ainsi que ses périodes de reproduction. Après avoir observé les différents endroits que nous ont présentés les naturalistes, voici celui qui a retenu mon attention. Effectivement, les géris vivent sur des eaux lisses et calmes, comme des étangs, des mares, des rivières ou encore des canaux. Concernant l'accouplement, il a lieu sur l'eau, les femelles pouvant porter les mâles pendant plusieurs jours consécutifs. Les œufs sont collés sur les plantes aquatiques au moyen d'un mucus. Concernant l'espérance de vie, il faut savoir qu'il y a 2 générations de géris.
La première, qui va naître entre mai et juillet, va-t-elle mourir au bout de 4 mois, tandis que la seconde, qui naît entre août et septembre, va hiberner durant tout l'hiver avant de mourir au printemps. De plus, le géris mâle va lui mourir peu de temps après l'accouplement. Alors tu parlais d'hiberner, alors savez-vous quelle est la différence entre hiverner et hiberner? Je vous propose d'aller rejoindre Boris pour en connaître plus. Le géris qui hiberne entre pendant plusieurs mois dans un véritable état de léthargie. Il est littéralement endormi mais répond tout de même à certains stimuli, comme le toucher ou le bruit par exemple, sans pour autant sortir de son état. De plus, le métabolisme du géris, ensemble des réactions chimiques ayant lieu au sein d'un être vivant, connaît une perdition de plus de 98% lors de cette phase. Son rythme cardiaque va forcément baisser. Son flux sanguin va également diminuer et va se concentrer au niveau des organes vitaux comme le cœur et le cerveau. La respiration et la consommation d'oxygène sont aussi en perdition. Ce n'est pas le cas des hivernants qui eux sont plutôt dans un état de somnolence que de sommeil profond. Leur cerveau est très réactif mais aussi actif. Comme le cas de l'ours par exemple. Exactement. Manger sur l'eau semble totalement irréalisable. Pourtant le géris, lui, en est capable. Pour se nourrir, le géris étant un insecte carnivore utilise un procédé semblable à celui de l'araignée avec sa toile. Ce sont effectivement les ondes générées par le mouvement de l'eau qui lui permettent de capturer sa proie. Son rostre, qui est en réalité une pièce buccale, est très puissant et lui permet d'injecter des sucs digestifs directement sur sa cible, puis d'aspirer les éléments nutritifs ainsi dissous. Le géris se nourrit donc principalement de liquides tels que le sang et la lymphe et attrape aussi bien ce qui tombe dans l'eau que ce qui vit à sa surface. Nous allons maintenant nous rendre au labo afin de comprendre comment flotte le géris. De retour dans le laboratoire, Boris, Valentin et Gauthier vont enfin tenter de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de l'eau. Afin d'expliquer la flottaison du géris, nous avons dressé un bilan des forces qui s'appliquent sur celui-ci. On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen et on étudie les forces qui s'exercent sur le géris lorsqu'il est au repos. Comme dit précédemment, les géris ont une masse égale à 2 grammes. Ils sont donc soumis à leur poids P, force dirigée suivant la verticale vers le bas, avec une intensité P est égale à m fois g. On peut donc écrire la masse en kilogrammes qui est égale à 2,0 fois 10 puissance moins 3, multiplié par 9,80 qui est l'intensité de la pesanteur à Paris et est exprimée en newton par kilogramme. Le poids est donc égal à 2,0 fois 10 puissance moins 2 newton. On peut donc représenter le poids P avec ce vecteur. Le géris semble flotter sur l'eau. Généralement, cette flottaison est liée à la poussée d'Archimède qui, par définition, est la force exercée par un fluide comme l'eau ou l'air par exemple sur un objet immergé dans ce dernier. Son intensité est égale au poids du volume de fluide déplacé. En observant attentivement notre géris, on remarque qu'il n'est pas plongé dans l'eau mais simplement posé en surface. Le volume d'eau déplacé est donc nul et la poussée d'Archimède de l'eau l'est également. Elle n'intervient pas dans cette situation. Le géris plonge dans l'air. Il est donc soumis à la poussée d'Archimède de l'air, une force qui s'exerce suivant la verticale vers le haut avec une intensité qui se note P de l'air est égale à ρ de l'air fois V fois G, V étant le volume du géris en mètres cubes, ρ étant la masse volumique en kilogrammes par mètre cube et G l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Afin de faciliter nos calculs, nous allons représenter le géris par un cylindre. On a donc ρ de l'air qui est égal à 1,2 kg par mètre cube, G qui est égal à 9,80 Newton par kilogramme, intensité de la pesanteur à Paris comme nous le disions juste avant. Ensuite on a le volume du cylindre donc qui est égal à pi fois le rayon au carré fois h. On a donc pi fois 5,0 fois 10 puissance moins 3 le tout au carré fois 10 puissance moins 3. On obtient donc 7,9 fois 10 puissance moins 7 mètres cubes. Ainsi, P de l'air est donc égal à 1,2 fois 9,80 fois 7,9 fois 10 puissance moins 7. On obtient donc P de l'air est égal à 9,3 fois 10 puissance moins 6 newton. L'intensité de cette force étant négligeable, nous l'exclurons du bilan de force puisque son impact sur la flottaison est presque nul. Énonçons à présent la première loi Newton. Dans un référentiel terrestre, un système au repos est soumis à un ensemble d'actions mécaniques qui se compensent. On a vu que seul le poids P est différent au vecteur nul. Il existe donc forcément une autre force qui s'applique sur le géris et qui vient compenser l'effet de son poids.
Mais quelle est donc cette force, Valentin? Et bien Gauthier, on en a déduit que la force que l'on recherche est forcément exercée par la surface de l'eau. Effectivement, cette force est la tension superficielle. Intéressons-nous à présent à l'eau pour mieux comprendre ce phénomène. L'eau qui est un liquide dont les propriétés sont tout à fait surprenantes. C'est un liquide très cohésif. Ses températures d'ébullition et de cristallisation sont très élevées pour un liquide qui n'est ni ionique ni métallique et dont la masse molaire est très faible. Cette cohésion est assurée principalement par les liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau. Intéressons-nous maintenant à la polarité et à l'électronégativité de cette molécule pour mieux comprendre. Dans une molécule, l'union entre deux atomes, la liaison chimique, est assurée par la mise en commun de chacun d'entre eux d'un, de deux, voire de trois électrons. En ce qui concerne l'électronégativité, il s'agit d'une grandeur qui traduit l'aptitude d'un atome A à attirer vers lui un atome B. Elle peut être estimée grâce au tableau périodique situé juste derrière nous. En effet, les éléments chimiques sont organisés en fonction de leur électronégativité. En excluant les gaz nobles, la colonne de droite, les éléments chimiques situés en haut et à droite sont plus électronégatifs que ceux situés vers la gauche. En regardant de plus près le tableau périodique, on remarque que l'oxygène, situé juste ici, est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, parce que cet élément est situé plus à droite dans la classification périodique des éléments. Mais que se passe-t-il vraiment ? Dans la molécule d'eau de formule H2O, l'atome d'oxygène, ici en rouge, attire plus fortement les électrons impliqués dans le double liant de la liaison avec les atomes d'hydrogène qui sont ici en blanc. L'atome d'oxygène possède deux charges partielles négatives delta-, car les électrons sont des particules chargées négativement, tandis que chaque atome d'hydrogène possède une charge partielle positive delta+. On dit que la liaison est polarisée. De plus, les positions moyennes appelées centres géométriques des charges partielles positives G+, et négatives G-, ne sont pas confondues. On dit que la molécule est polaire. La conséquence de cette polarité des molécules d'eau est la possibilité pour ces dernières de créer entre elles des liaisons faibles appelées liaisons hydrogènes. Le pôle négatif d'une molécule d'eau attire faiblement la charge partielle positive d'un hydrogène d'une autre molécule d'eau. Il se forme ainsi un réseau de liaisons transitoires entre les molécules d'eau. Toute molécule capable de participer aux liaisons hydrogènes de l'eau, que ce soit un ion ou une molécule polaire, est dite hydrophile et donc relativement soluble dans l'eau. Cependant, les molécules apolaires sont-elles incapables de créer ces liaisons hydrogènes avec l'eau. Elles sont donc dites hydrophobes ou lipophiles et sont insolubles dans l'eau comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Alors, qu'est-ce que la tension superficielle ? En fait, il s'agit d'un phénomène physico-chimique lié aux liaisons hydrogènes. Pour les molécules qui sont à l'intérieur du liquide, elles sont à l'équilibre. Les attractions qu'elles subissent s'annulent donc dans chaque direction. On dit des molécules au sein d'un liquide qu'elles sont dans un état énergétiquement favorable car elles sont entourées de part et d'autre de molécules. La résultante des forces est donc nulle. Cependant, celles qui se trouvent à la surface n'ont pas d'autres molécules de liquide au-dessus pour équilibrer les forces d'interaction qui les entraînent vers l'intérieur du récipient. Elles sont donc attirées par celles qui se trouvent en dessous ainsi que par celles qui les entourent. On dit qu'elles sont dans un état énergétique défavorable et peuvent mettre un peu plus d'énergie dans le plan horizontal qu'ailleurs. La surface entre molécules d'eau y est donc plus forte. Il se forme comme une mince pellicule, une fine peau légèrement plus résistante que le reste du liquide. La surface est donc dite rigidifiée. Les gérisses se déplacent sur cette membrane comme une personne se déplacerait sur une bâche, suffisamment résistante bien évidemment, tendue par-dessus une piscine. Le trombone utilise exactement le même procédé pour se maintenir à la surface. Dans cette expérience, très simple à mettre en œuvre, un trombone est posé sur l'eau. En réalité, au-dessus des molécules de surface, il existe des molécules, celles de l'air. Cependant, l'air étant un gaz, il est beaucoup moins dense qu'un liquide, et possédera donc moins de molécules susceptibles d'attirer celles situées à la surface de l'eau. On a vu que les molécules d'eau à la surface sont dans un état énergétique défavorable. La nature aura donc tendance à minimiser cette surface, ce qui explique la forme sphérique des gouttes d'eau. La tension superficielle est bien évidemment un des éléments clés intervenant dans la flottaison du géris.
Existe-t-il d'autres facteurs jouant un rôle sur la flottaison du Géris ? C'est ce qu'ils vont découvrir en se rendant dans la salle informatique du laboratoire. J'ai réussi à récupérer dans les archives de Novartis une étude qui pourra nous répondre. Il s'agit de 2 images provenant d'une observation microscopique d'une patte de Géris. Regardez-les. On peut voir sur cette image la partie haute de la patte du Géris, c'est-à-dire son tibia. Cette partie de la patte du Géris n'est pas très intéressante car elle ne sert pas à la flottaison. On peut tout de même constater la présence de poils sur ce tibia. La seconde image s'avère être beaucoup plus intéressante, puisqu'elle montre l'extrémité d'une patte de Géris. On distingue une forêt de poils tous inclinés dans une même direction et chacun espacé par une même distance. Il s'agit d'une structure isotrope. Un crochet plus grand et courbé peut aussi être distingué au bout de la patte avec d'autres poils plus remarquables par leur longueur. Nous pouvons également observer plusieurs poils ressortants. Ce sont des poils sensoriels destinés à capter les vibrations émises par une éventuelle proie. Ainsi, les poils microscopiques sont très nombreux et augmentent la surface de contact avec l'eau, favorisant ainsi la flottaison. Cette observation semble avoir éveillé d'autres soupçons chez nos chercheurs, puisqu'ils ont découvert une autre propriété propre au Géris. Les pattes du Géris sont recouvertes de poils dits hydrophobes car ils évitent au maximum le contact avec l'eau. Pour cela, ils sont recouverts d'une substance huileuse hydrophobe sécrétée par les glandes idoines et ne communiquant physiquement pas avec l'eau. Ainsi, les pattes du Géris ne sont pas directement immergées du fait de cette non-miscibilité entre l'eau et l'huile. L'huile d'ailleurs ne fait pas toute la flottaison du Géris, elle lui permet simplement de mieux glisser ainsi que de se déplacer plus aisément. Alors il faut aussi savoir que nous voulions mettre en évidence cette huile à l'aide d'un test RMN ou bien infrarouge, et les professeurs de physique-chimie de notre lycée nous ont donné la possibilité de réaliser ces tests pourtant difficiles d'accès. Malheureusement, nous n'avions pas le Géris et donc l'huile. On va donc revenir à la question principale de cette émission, l'homme peut-il marcher sur l'eau ? En effet, tout épisode de Mythbusters qui se respecte mérite conclusion. Les hommes sur la vidéo ont-ils réellement marché sur l'eau ? La force exercée par la tension superficielle sur le Géris est proportionnelle à la longueur totale des poils du Géris en contact avec l'eau. Sa valeur est égale au produit de la longueur L du corps concerné en mètres, donc les poils dans notre cas, par l'indice de tension superficielle gamma. Il s'agit d'une constante qui est égale à 7,2 fois 10 puissance moins 2 newtons par mètre dans l'interface OR. On a vu que dans le référentiel terrestre, le Géris est au repos et est soumis à un ensemble d'actions mécaniques qui se compensent. De plus, seulement 2 forces s'exercent sur le Géris. La force de tension superficielle compense la force exercée par le poids. On peut ainsi écrire Ft est égal à P. Connaissant le poids d'un homme d'une masse d'environ 80 kg, on peut déterminer la longueur des ramifications ou des poils que cet homme devrait avoir en contact avec l'eau pour flotter de la même manière que le Géris. D'après nos calculs, il lui en faudrait 10,9 km, ce qui est totalement irréalisable. Ce mythe est bidon. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Comment les hommes faisaient-ils pour marcher sur l'eau dans la vidéo ? En réalité, un pont a été placé en dessous de l'eau à environ 5 cm sous la surface. Celui-ci est peint en noir, ce qui permet de réfléchir le moins de lumière possible. Pour finir, il a fallu trouver un bon angle de vue afin de le rendre totalement invisible devant la caméra. Bref, ne croyez pas tout ce que vous voyez.